Ici, nous avons une flûte. Je peux faire une démonstration de flûte pour nos auditeurs. Allons-y tout de suite. Toulouse, novembre 2019. Dans le salon de ma mère. Il faut essayer quand même. Depuis qu'Alzheimer est entré dans la vie de ma mère et donc dans la mienne, j'ai l'impression que nous traquons le présent, que nous cherchons des trouées de lumière, que nous accueillons les mots retrouvés, les rires familiers, les expressions chéries du visage comme des victoires. On se baigne dans la mer très chaude, on caresse des animaux doux, on chante dès qu'on peut, le plus fort possible. On profite de ce qui est là, seulement là, de la vie qui palpite. Épisode 3. Vivre avec l'oubli. Ce goût du temps présent, je l'ai retrouvé chez Jean-Luc. Comme ma mère, il était enseignant. Et il a mis ses qualités d'orateur au service d'un combat, améliorer le quotidien des personnes diagnostiquées. Toujours accompagné par sa femme, Armelle, il parcourt la France et parfois même l'Europe pour donner des conférences et partager ses astuces. La chose, la première, c'est d'en parler à beaucoup de personnes. C'est-à-dire ne pas être tout seul. Ne pas en parler aux amis, ce n'est pas le bon chemin. Là, maintenant, quand on a des amis à la maison qui ne connaissent pas, je leur dis, au fait, vous allez voir dans la journée que de temps en temps, je bégaye un petit peu, parce que j'ai la maladie d'Alzheimer. Je bute sur des mots, j'oublie des syllabes, des choses comme ça. Je leur dis, c'est pas vous qui êtes devenu fou comme ça, c'est moi qui ai un problème de santé. Alors, quand je suis dans une conférence avec plus de gens, c'est autre chose. Je fais rire les gens sur la maladie en disant, oui, une fois, j'ai mis, alors j'avance de n'importe quoi, oui, j'ai mis le papier que j'avais à écrire, et je l'ai mis à la poubelle, comme c'est arrivé à tout le monde. Ou bien, vous voyez que j'ai buté sur des mots, alors peut-être que c'est des mots que j'avais pas envie de vous dire, donc tant mieux. Ou bien, puis à la fin, je dis toujours, oui, mais de toute façon, c'est pas grave, qu'on passe à l'apéro, ça va être sympa, et puis hop, c'est que la vie continue. Lorsqu'il est submergé par la maladie, Jean-Luc a inventé Alzi, un bonhomme niché sur son épaule qu'il suffit de chasser pour faire disparaître les angoisses liées à Alzheimer. Une résilience à toute épreuve. Je suis en guerre contre la maladie 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que de temps en temps, je suis un peu fatigué. Même si Alzi, il me fait rigoler de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Mais le fait d'être... je suis en permanence en train de chercher des choses qui sont soit à faire, soit à mieux faire, soit à ne pas faire, parce que j'en ai ras, par le port. J'en ai marre, j'en ai assez. Mais pour pouvoir... toujours être à l'affût de la chose qu'on peut faire pour aider soi et les autres. Pour mener son combat, Jean-Luc a développé toute une série de pratiques. Grâce à son agenda, toujours ouvert à la date du jour, il peut ainsi suivre les allées et venues de sa famille. Avant, quand ma femme partait faire des courses, elle était à peine partie de la maison que j'étais en mode panique. Dans combien de temps va-t-on le revenir ? Dans un quart d'heure ? Dans une heure ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Je ne sais plus. Et je ne savais plus ce qu'elle m'avait dit 15 secondes avant. J'étais par moments à la limite d'aller chercher mes voisins d'en face pour leur dire j'ai un moment de stress, est-ce que je peux venir prendre un petit café chez vous ? Bon, il l'aurait fait sans aucun problème. Le fait d'y penser, ça m'avait fait du bien, parce qu'il y a les copains qui sont à côté. Inventer des solutions pour une société plus inclusive à l'égard des personnes fragilisées, c'est justement l'objectif de l'association Le Bistrot Mémoire Aînée, dont font partie Jean-Luc et sa femme Armelle. Le projet, c'était vraiment de se dire, on change d'échelle, c'est-à-dire que plutôt que de rester dans l'entre-soi du médico-social et de former que les soignants sur ce que c'était que ces pathologies, on va faire de cette problématique une problématique citoyenne, c'est-à-dire on va former l'ensemble des acteurs de la cité. Et en gros, en un mot, c'est essayer de promouvoir un traitement social de la pathologie. Samia Sider,
chef de projet santé et inclusion au sein du Bistrot Mémoire Rennais. En début de pathologie, les personnes peuvent continuer à faire des choses, et c'est même nécessaire. C'est-à-dire que plus elles vont continuer à préserver leurs habitudes, plus ça va essayer de ralentir ou de freiner. Quand on est isolé parce que on a cette pathologie, on déprime. Plus on déprime, plus on a des troubles de la mémoire, plus on a des troubles du sommeil, moins on a d'appétit, moins on a d'appétit. En écoutant Samia Sider, je me dis que ma mère a de la chance. Elle est entourée au quotidien par des personnes formidables, famille, voisins ou amis. Mais une question me taraude depuis que je tourne ce documentaire. Qu'en est-il des personnes plus isolées ? J'ai posé la question à David Vallon, neurologue à Rouen, qui m'a répondu sans détour. Par rapport aux individus isolés, évidemment, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'ils sont mal repérés, donc on les voit généralement plus tard. C'est des individus qui vont parfois en rupture sociale déjà majeure et qu'on aura du mal à prendre en charge, à qui on aura du mal à apporter des solutions, puisque l'entourage familial notamment, mais amical également, est une aide pour les patients et on ne peut pas tout faire sous la forme professionnelle. Après, dernier point, c'est que généralement, quand les gens sont isolés, au plus ils sont isolés, au plus ils vont rentrer dans les structures rapidement parce que ça tiendra plus à la maison, quoi. Donc c'est sûr que c'est forcément plus compliqué à gérer, mais là il n'y a pas le choix, on va pas créer une famille là où il n'y en a pas. Ces propos de David Vallon m'ont rappelé à quel point l'entourage social est primordial pour les patients jeunes. D'autant plus dans des configurations où les familles se recomposent, où la distance géographique sépare souvent les amis d'enfance ou les générations. Ma mère est divorcée depuis 10 ans, mais elle a beaucoup de chance. Celle d'être notamment très soutenue par sa propre mère, ma grand-mère donc. C'est un cas de figure que j'ai retrouvé auprès d'Olga Saperstein, une dame pétillante aux yeux empreints de malice, qui m'a invitée dans son salon élégant en région parisienne. Je m'appelle Olga Saperstein, j'ai 81 ans, 82 dans très peu de temps, et puis voilà, je vais vous raconter des choses concernant ma fille. La fille d'Olga Saperstein a été diagnostiquée à 63 ans, alors qu'elle était encore en activité professionnelle. Comme beaucoup de personnes jeunes, elle ne présente pas une manifestation classique de la maladie d'Alzheimer. Ma fille ne sait plus rien mettre. Elle ne sait pas mettre un pull au vert. J'ai essayé des formules en posant les choses sur le lit, à l'envers, etc. Tiens, tu vois, tu rentres les bras, et puis ça, c'est pour la tête. Ça donnait que le bras est rentré directement dans le trou de la tête. Elle ne sait plus s'habiller. Elle ne mange qu'avec une main. Elle a totalement oublié l'existence de sa main gauche. Par contre, elle a vraiment une mémoire assez bonne. On regarde donc un feuilleton anglais tous les samedis, qu'elle aime beaucoup. Maintenant, c'est devenu Victoria, c'est la biographie de la reine Victoria. Avant, c'était Downton Abbey, qui était passé sur d'autres chaînes et qu'on a vu sur Chérie 25. Et je lui posais des cols de temps en temps. Moi, j'ai très bonne mémoire. Alors, je faisais semblant de ne pas me souvenir. Je lui disais, mais c'est qui celui-là? Je le connais pas. Elle me dit, mais enfin, maman, mais c'est le chauffeur, celui qui s'est marié avec la fille la plus jeune, celle qui est morte quand elle a accouché. Donc, d'une semaine à l'autre, elle se souvenait absolument de tout. Depuis quelques mois, Olga Saperstein accueille sa fille tous les week-ends. Le reste du temps, sa fille vit chez son compagnon. Une configuration qui les ramène des années en arrière. Les rôles sont toujours la maman qui montre à sa fille comment il faut faire, comme quand elle était petite. Et je dois lui expliquer beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, le fait que ma fille soit venue habiter avec moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est sympa d'avoir une compagnie. Mais avoir une compagnie malade comme ça, c'est pas drôle. C'est très dur d'être aidant, très très dur. Vous dites le mot aidant, c'est un mot que vous employez pour vous désigner. Il veut dire quoi ce mot pour vous? Il veut dire la personne qui l'aide dans tous les gestes de tous les jours. Mettre ses chaussettes, ses chaussures, enfiler son pantalon, se coiffer. Elle est toujours toute belle, je la maquille, je l'habille jolie, j'assortis les couleurs pour qu'elle soit belle. Et elle part, elle est toujours contente. Je dis, regarde-toi dans la glace. Elle me dit, ah oui, c'est bien. Le soutien psychologique des proches des personnes diagnostiquées, c'est l'un des chevaux de bataille de Véronique Lefebvre-Desnoëttes, psychiatre et autrice de l'ouvrage « Que faire face à Alzheimer ?» Et elle me l'a rappelé. Il faut aider les aidants qui ne s'épuisent pas, que vous ne vous épuisiez pas, puisqu'on sait que l'aidant est une aidante, dans 80% des cas, qu'elle va aider
près de 60 heures par semaine, puisqu'elle a tout le week-end, et 2 heures par jour, et qu'elle va peut-être se sacrifier. Elle va peut-être dire non, j'ai maman à aller voir, et puis mon petit ami, ça sera un autre moment, etc. Donc il faut toujours ménager. C'est Descartes qui disait que la plus grande générosité commence par soi-même. Oui, il faut être en forme pour pouvoir aider l'autre. Et donc il faut accepter aussi de se faire aider. Que l'on soit malade ou accompagnant, il s'agit donc autant que possible de ne pas rester seul, avec la maladie en tête. De s'autoriser à faire appel à des aides extérieures, à trouver des espaces de décompression, de solitude aussi. Parfois, il m'arrive d'être agacée quand ma mère hésite, mais en tournant ce documentaire, je comprends aussi qu'il faut faire preuve d'indulgence, envers soi-même et envers les autres. C'est ce que m'a confié Bérénice. Comme vous disiez au début, vous étiez très agacée. Moi aussi, ça m'agaçait parce que quelque part, pour se protéger nous-mêmes, on construit un mur et on était sur le canapé, on était devant la télévision et elle cherchait quelque chose et je lui disais ou réfléchis, mais maman, tu sais, ou un truc comme ça. Et elle a dit, tu peux pas me dire un truc. Je lui ai dit, fais des efforts. Elle m'a dit, mais tu sais pas. Et elle a commencé à pleurer. Et ma mère, je l'ai vue 2 fois pleurer dans ma vie, ou 3 fois, pas plus. Et ça m'a brisé le cœur. Pour bien vivre avec Alzheimer, il faut aussi travailler sur nos représentations de la maladie. Quand j'ai fait des recherches à ce sujet, j'ai entendu parler très vite de Blandine Prévost, diagnostiquée à 36 ans. Elle a été inspirée par l'organisme québécois Carpe Diem, qui milite pour une approche différente de la maladie, centrée autour de la personne. Et elle a fondé Amadiem, une association où on ne parle pas d'aidants, mais de proches, pas de malades, mais de personnes. C'est un effort à première vue subtil de changer la façon dont on parle d'Alzheimer, mais qui peut faire l'effet d'une véritable révolution intérieure. Les mots, pour moi, c'est vital. Si je me présente à vous en disant je m'appelle Blandine, je suis ingénieure, ou je m'appelle Blandine, je suis mère de 3 enfants, j'ai un mari extra et ma vie est belle, ou je m'appelle Blandine, je suis démente, je suis pas sûre que vous me regarderez de la même manière. Les mots, ils font le regard que vous allez poser sur moi, en fait. Et donc, on n'est pas des malades, on est des personnes malades, parce que on est avant tout des personnes qui ont une maladie et qui ont des difficultés, mais ne gommez pas notre humanité.